Dominique Perben, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes député UMP du Rhône, membre de la commission Balladur qui est chargée de réfléchir à la réforme des collectivités locales et que vous avez été plusieurs fois ministre, dont garde des Sceaux. Et j'aimerais qu'on parle dans un instant, si vous le permettez, de quelques problèmes de justice. Mais je vous ai vu hier à Lyon à la télévision, juste derrière le Premier ministre François Fillon qui détaillait son plan de relance. Alors il y a des critiques, il y a toujours des critiques, mais on parle de saupoudrage, par exemple. Est-ce que c'est une critique qui vous semble justifiée ? Non, en l'occurrence, pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif. Ça veut dire quoi, saupoudrage ? Ça veut dire que le gouvernement a choisi 1000 projets prêts à démarrer. En effet, le but de ce plan, c'est pas de lancer de nouvelles opérations de construction de routes, de TGV, d'amélioration immobilière, etc. Dans l'absolu, c'est de regarder quels sont les projets qui peuvent démarrer tout de suite, qui jusqu'ici n'étaient pas financés, qui seront donc financés et qui permettront de soutenir l'activité des entreprises, en particulier du bâtiment et des travaux publics, mais éventuellement d'autres activités, pour soutenir l'activité économique et donc pour sauver des emplois. Alors il y a une querelle quasi philosophique depuis quelques jours sur l'investissement. Faut-il privilégier l'investissement ou la relance de la consommation, votre avis ? Écoutez, il y a un chiffre assez simple. Si on met 100 € dans la consommation, il y en a 50 qui profiteront à la Corée du Sud, à la Chine, enfin peu importe le pays, parce que le produit qui sera ainsi acheté par le consommateur viendra de l'extérieur. Si on aide par l'investissement, c'est 100% pour l'économie française. Si vous mettez les 100 mêmes euros sur l'investissement en France, c'est 100 € pour l'économie française. Donc c'est 2 fois plus efficace. Donc quoi qu'en pense le président de votre région, M. Kéran, c'est une bonne chose ce plan pour la région Rhône-Alpes. J'ai vu que M. Kéran, aussi le maire de Lyon, M. Collomb, ont critiqué, y compris en disant mais tel projet qui ne peut démarrer que dans 3 ou 4 ans n'a pas été retenu. Évidemment, dans 3 ou 4 ans, quelle sera la situation de l'économie française, personne ne le sait. Ce qu'il faut, c'est sauver les emplois aujourd'hui. On est à un rythme, vous l'avez vu, de 45 000 inscrits supplémentaires au chômage par mois depuis 2-3 mois. Il est donc urgent d'essayer de faire face à cette crise qui est mondiale, qui est malheureusement pas spécifiquement française, sinon les moyens d'action seraient sans doute plus faciles à trouver, mais il faut essayer d'aider pour que cet effet choc sur l'emploi soit diminué le plus possible grâce à des mesures de ce type. Alors précisément, Dominique Perben, on sent bien qu'il y a un malaise, qu'il y a une espèce d'anxiété dans la société française. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République demain soir à la télévision ? Il est évident qu'il y a un malaise. Moi, j'étais comme tous les députés. Le week-end, on est beaucoup sur le terrain, on va sur les marchés, on rencontre les gens, on écoute, on parle avec les gens qu'on rencontre dans la rue. Et c'est vrai qu'il y a une inquiétude parce que les gens sont face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas, que nous ne comprenons pas, ni les uns ni les autres. Une crise mondiale, c'est la première fois qu'on connaît une chose pareille. Et donc, au fil des informations qui sont données tous les jours, il est évident que l'inquiétude croît. Donc, il est important, par exemple, que le plan de relance soit annoncé et qu'il se matérialise par des choses concrètes à proximité des gens. Et puis, je crois que les gens attendent du président de la République aussi un message, j'allais dire, de solidarité, de cohésion nationale. Au fond, quand ça va pas, quel est le réflexe naturel qu'on peut avoir les uns et les autres ? C'est de se serrer les coudes. Quelque part, je pense que Nicolas Sarkozy doit dire aux Français, allez, on va se serrer les coudes, on va faire face, on est dans la bourrasque, il y a une bourrasque mondiale, mais entre Français, on va s'entraider. Et pour ça, il faut qu'il y ait une équité. Et c'est sûr qu'il a bien fait de stigmatiser un certain nombre de comportements chez certains dirigeants du secteur financier. Il faut se serrer les coudes, il faut aider les plus défavorisés, en particulier les petits revenus, à travers une accélération de la politique de construction de logements, à travers des aides à l'emploi, comme on les a évoquées tout à l'heure, également des emplois aidés pour permettre à des gens de ne pas rentrer dans le cycle du chômage. Voilà, serrer les coudes. Mais Dominique Perben, est-ce qu'un des éléments du malaise, entre guillemets, c'est pas aussi la pratique du président de la République ? Alors là, je m'adresse à l'ancien garde des Sceaux, par exemple la réforme du juge d'instruction. On est en train de se dire, oh là, il y a des pratiques, ou des ambitions un peu liberticides dans plein de domaines, le règlement de l'Assemblée, et puis cette réforme du statut du juge d'instruction, ça change beaucoup de choses tout de même, non ? Votre avis de spécialiste ? Si évoquer le remplacement du juge d'instruction, qui est quand même
un petit peu le maintien d'un système un peu ancien, inquisitorial. C'est quand même pas le modèle de la liberté qui passe à mes yeux par le contradictoire. Non, je crois que l'idée de réformer notre code de procédure pénale sur cet aspect-là est une bonne idée. Il s'agit de quoi faire ? Il s'agit non pas du tout de diminuer les libertés, bien au contraire. Il s'agit de renforcer le rôle de l'avocat. Il s'agit de passer d'un juge à la fois acteur qui donc recherche la faute et en même temps arbitre, par un juge qui serait arbitre, le juge de l'instruction, et puis de permettre, bien sûr, au parquet de faire son travail d'enquête. Je crois que c'est une clarification des rôles qui peut aboutir, si on écrit bien cette réforme, par un vrai renforcement de la défense. Précisément, les magistrats, eux, ils aimeraient bien un peu plus de concertation, ça vous a pas échappé, bien sûr. Puisqu'il y a un gros tribunal à Lyon, bien sûr, donc vous avez entendu ça, qu'est-ce que vous dites ? Moi, je crois que c'est une réforme effectivement techniquement difficile. On ne trouvera pas le point d'équilibre comme ça très facilement. Il faut y être très attentif, et donc ça passe par la discussion avec des magistrats ayant de l'expérience. J'étais hier sur un autre média avec un juge antiterroriste, un juge d'instruction antiterroriste, avec qui on a bavardé un moment. Je crois que les magistrats ne sont pas fermés à cette évolution, bien au contraire. Les avocats non plus, mais il faut, avec les professionnels, effectivement mettre au point un dispositif qui doit être un vrai progrès pour notre justice française. Je crois qu'elle mérite cette réforme. Il faut la faire. Il faut la faire vraiment en écoutant les professionnels. Alors, précisément, pourquoi c'est si difficile de réformer ? Dès qu'on touche à la justice, évidemment, il y a un problème. Tant mieux, d'une certaine façon, parce que ça veut dire qu'on contrôle les choses, mais je pense à l'affaire Doutreau. Donc, il y avait eu une réforme qui prévoyait la création de pôles de l'instruction de 3 juges. Le décret a été annulé en décembre dernier, pour vice de forme d'ailleurs, je crois. Mais donc, pourquoi est-ce que c'est si difficile de réformer ? Vous qui avez été 3 ans ministre de la Justice. D'abord parce que la justice c'est difficile, parce qu'il s'agit de découvrir la vérité, ce qui n'est pas toujours simple, et qu'ensuite la justice elle est faite par des hommes, par des femmes et des hommes, et qui peuvent bien sûr se tromper, sauf que quand on se trompe en matière judiciaire, les conséquences peuvent être absolument tragiques pour beaucoup de gens. Et l'affaire Doutreau en est une illustration. Elle montre à la fois, je crois, l'insuffisance de notre institution du juge d'instruction, qui est un homme trop seul et pas suffisamment contrôlé, non pas d'ailleurs de sa faute, mais sans doute parce que celles et ceux qui sont chargés de le contrôler ne le font pas, et en particulier, je crois qu'il y a beaucoup à se poser de questions sur le rôle non assumé suffisamment des chambres d'instruction, qui sont là pour suivre ce que font les juges d'instruction. Et puis, il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire que la justice, elle doit avoir les moyens de bien fonctionner. S'agissant des affaires de pédophilie, par exemple, j'avais, à l'époque où j'étais garde des Sceaux, essayé de développer dans l'ensemble des départements des lieux d'écoute des enfants maltraités dans des conditions satisfaisantes pour enregistrer ce qu'ils disent, pour éviter les traumatismes répétés et pour qu'on puisse garder avec le plus de sincérité possible leur témoignage. Je regrette que cela n'ait pas été généralisé depuis. La justice, c'est aussi une question d'organisation et de moyens. Je crois qu'il ne faudra pas l'oublier. Et si ce que je souhaite, nous faisons la réforme du juge d'instruction pour le transformer en juge de l'instruction, arbitre entre le parquet et l'avocat, il faudra sans doute renforcer les moyens de fonctionnement de la justice. Alors, comme vous êtes un homme occupé, il y a la commission Balladur, donc on va connaître bientôt les conclusions dans la Nous devons remettre notre rapport à la fin du mois de février ou au tout début du mois de mars. L'ambition est grande. Il s'agit là aussi de moderniser notre système, de faire mieux pour moins cher. Pour dire les choses simplement, notre objectif, c'est d'avoir un système de gestion de notre territoire, dans les villes, les départements, les régions, qui soit plus économe de la dépense publique, qui soit plus clair aussi pour nos concitoyens, et plus réactif, c'est-à-dire faire en sorte que les décisions soient plus simples à prendre, qu'il y ait moins de perte de temps à se renvoyer d'un guichet à l'autre, et que ainsi notre administration soit plus moderne et moins coûteuse. Et on garde nos départements et nos régions. Oui, il n'est pas question d'en supprimer, d'autant que c'est dans la Constitution et qu'il est bien difficile de réformer la Constitution qui a été réformée il n'y a pas très longtemps, mais tout en gardant les différentes structures, nous voulons vraiment simplifier les choses et faire apparaître de grands changements
changements, comme par exemple la mise en place en France de grandes métropoles urbaines qui auraient des pouvoirs importants et un système de représentation politique simplifié pour donner à nos très grandes villes françaises une capacité de compétitivité, de dynamisme, d'attractivité de la recherche, de l'économie plus forte que celle que nous connaissons aujourd'hui. En tout cas, vive les économies, c'est le bon moment. Je vous remercie Dominique Berben, bonne journée. Merci, au revoir.